Julien est inspecteur de police. Ça fait 3 ans qu'il traque le même homme, une figure fantôme soupçonnée de financer des réseaux extrémistes. Ce jeudi soir, une source lui a signalé que l'homme serait quelque part dans le 11e. Quelques minutes plus tard, il quadrille le quartier à pied, histoire d'être au bon endroit, au bon moment. 1 heure, 2 heures, et toujours rien. Julien abandonne et remonte vers sa voiture, garée rue de la Roquette. Son téléphone vibre, numéro inconnu. Allô, oui, c'est Marc, je te rappelle pour le dîner de... Vous faites erreur. Julien raccroche, 7 secondes, de perdu, et repart. Au coin de la rue, un homme marche vite, tête baissée, capuche sombre et un sac à dos volumineux sur les épaules. Il tourne au même angle que Julien au même moment et se retrouve face à face à moins d'1 mètre. Leurs regards se croisent, 1 seconde de silence. Puis l'homme tourne les talons et court. Julien, quant à lui, s'élance à sa poursuite, parvient à le rattraper et réussit finalement à le plaquer au sol. Genou dans le dos, menottes au poignet. Le sac à dos est sécurisé 10 minutes plus tard par la brigade spécialisée. À l'intérieur, un engin explosif artisanal, armé et prêt à être posé. Les enquêteurs découvriront dans la nuit que la station de métro République était prise pour cible. Un vendredi matin, heure de pointe. Julien apprend ça dans son bureau à 2 heures du matin, les yeux rouges, un café froid à la main. Il reste silencieux pendant un long moment et pense aux centaines de personnes qui auraient dû perdre la vie en prenant ce métro. 7 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu pour sauver des centaines de personnes d'un désastre mortel. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Regardez. Un pissenlit. Ses graines sont prêtes à s'envoler et suffiraient juste d'un souffle. Alors je souffle. Et regardez, elle voyage. Elle ne sait pas vraiment où elle atterrit. Un peu comme mes projets personnels en fait. Bon apparemment elle a atterri ici. Exactement comme ce coup de téléphone. Un souffle. 7 petites secondes et tout bascule. Bienvenue dans le labyrinthe de la vie. Un scientifique a posé une question bizarre lors d'une conférence. Une question qui ressemblait à une blague. Je cite, « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» La plupart des gens ont ri, c'était absurde et un insecte de quelques grammes ne peut en aucun cas influencer un phénomène météorologique de plusieurs tonnes. C'est impossible. Sauf que... ils avaient tort quoi. Londres, 1928. Alexander Fleming, médecin, biologiste et pharmacologue britannique, part en vacances et il oublie de nettoyer ses boîtes de pétri, ces petits récipients en verre où les scientifiques font pousser des bactéries pour les étudier. Bref, il oublie de nettoyer ces fameuses boîtes et par la même occasion, une fenêtre reste ouverte. Et là, on a une moisissure qui entre par la fenêtre. Quand il revient, toutes les bactéries autour de cette moisissure sont mortes. Alexander vient de découvrir le premier antibiotique de l'histoire, la pénicilline. Des centaines de millions de vies sauvées depuis. Et tout ça parce qu'un scientifique a oublié de ranger avant de partir en vacances. En 1928, le biologiste écossais Alexander Fleming se rend compte qu'un champignon a empêché certaines bactéries de se développer. Atlantique Nord. Un opérateur radio éteint son équipement. Il est fatigué et il veut dormir. Sauf qu'à quelques kilomètres, le Titanic envoie des signaux de détresse. Personne ne répond. 1517 personnes meurent dans l'eau glacée. Parce qu'un homme voulait se coucher. Vous voyez le pattern ? Un mauvais numéro, une fenêtre oubliée ouverte, un homme fatigué, des instants, des souffles, des choix qui semblent ne rien peser. Et pourtant, des tornades. Mais vous vous demandez peut-être comment un souffle peut-il créer une tornade ? Comment un instant qui paraît insignifiant peut-il faire disparaître des chemins entiers ? Et pour répondre à cette question, il y a un endroit que je dois vous montrer. Un endroit où tous les chemins existent jusqu'à ce que vous en choisissiez un. Alors, allez-y. Regardez cette graine de plus près. Attendez, je zoome pour vous.
Elle atterrit ici, dans cette fissure entre deux dalles. Rien d'extraordinaire, vous allez me dire. Mais attendez, l'année prochaine, un nouveau pissenlit poussera à cet endroit, ses racines vont s'enfoncer, élargir la fissure, l'eau de pluie va s'infiltrer différemment, le gel de l'hiver prochain va fragmenter la dalle, et dans 5 ans, quelqu'un va trébucher sur cette dalle descellée. Cette personne se tord la cheville, elle rate son train, et dans ce train, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qu'elle devait rencontrer, un emploi qui aurait changé sa carrière, un amour qui aurait changé sa vie, une conversation qui aurait tout changé. Disparu. À cause d'une graine qui ne pesait rien, une graine qui s'en fout complètement, et d'ailleurs les graines ne savent pas qu'elles peuvent ruiner des vies, elles volent juste. Elles volent. Comme ça. Un souffle de vent. Un instant. Vous voyez maintenant, ce n'est pas juste une graine, mais un papillon qui bat des ailes. Et quelque part à des années de distance, une tornade se forme. Chaque pierre déplacée, chaque instant crée des chemins. Des chemins qui n'existeront qu'une seule fois. Parce qu'une fois que vous avez tourné à gauche, le chemin de droite disparaît. Et ça, pour toujours. Maintenant, vous allez faire quelque chose de très simple avec moi. Inspirez. Expirez. Allez-y, faites-le profondément. Alors tenez-vous prêts, vous venez d'inhaler environ 25 sextillions de molécules d'air. Et parmi ces molécules, certaines ont une histoire. Celle-ci, par exemple, a été respirée par Léonard de Vinci, pendant qu'il peignait la Joconde. Celle-là, par Cléopâtre il y a plus de 2000 ans. Et celle-ci par votre arrière-grand-mère, le jour où elle a rencontré votre arrière-grand-père. Vous respirez l'histoire, littéralement. Ces molécules ont voyagé, elles ont été dans les poumons de Mozart, dans les poumons de soldats de la Première Guerre mondiale, dans les poumons d'enfants qui jouent en ce moment même à l'autre bout du monde. Et maintenant, elles sont en vous. Inspirez encore et expirez. Maintenant, ces molécules repartent. Dans 10 minutes, quelqu'un d'autre les respirera. Dans 100 ans, ces mêmes molécules seront dans les poumons de gens qui ne sont pas encore nés, des gens qui ne vous connaîtront jamais, qui n'auront jamais entendu votre nom, mais qui respireront l'air que vous avez respiré. Voyez, vous n'êtes pas séparés du reste du monde. Vous êtes connectés, physiquement et chimiquement. L'effet papillon n'est pas une métaphore, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est réel. Maintenant, si tout est connecté, si chaque choix crée une tornade, est-ce que on a le moindre contrôle, si je peux dire ça comme ça? Fermez les yeux un instant et imaginez une bibliothèque. Une bibliothèque où contient tous les livres qui n'ont jamais été écrits, tous les chemins que vous auriez pu prendre, toutes les vies que vous auriez pu vivre. Alors, venez. Bienvenue dans la bibliothèque. Vous voyez ces étagères-là? Elles montent à l'infini. Et chaque livre contient une version de votre vie, une vie que vous auriez pu vivre. Regardez, voici le premier livre. C'est le livre de votre vie si vous n'aviez pas refait votre lacet ce matin-là. Vous étiez pressé, fin de garde, fatigué, et votre lacet était défait. Vous avez hésité 1 seconde, vous êtes baissé. Exactement 8 secondes pour les refaire. Puis vous avez continué. Et c'est là que vous avez entendu l'alarme. Code rouge, salle 3, puis vous vous êtes retourné et vous avez couru. Réanimation d'urgence, le patient a survécu. Marcus, 34 ans, 2 enfants, a survécu. Mais dans ce livre, celui où vous ne vous êtes pas arrêté, celui où vous avez continué à marcher avec votre lacet défait, où vous êtes sorti 8 secondes plus tôt, vous n'avez pas entendu l'alarme. Marcus a succombé. Ses 2 enfants ont grandi sans père. Tout ça à cause d'un lacet. Un deuxième livre, celui où vous avez pris le métro au lieu du bus, ce matin pluvieux de mars. Dans la vraie vie, vous avez raté le métro. 3 minutes d'attente, du coup vous avez pris le bus et vous êtes arrivé en retard. Mais dans le bus, vous vous êtes assis à côté d'une femme, elle lisait un livre et vous avez reconnu l'auteur. Vous avez souri et elle a souri aussi, donc vous avez parlé. Aujourd'hui, vous vous réveillez à côté d'elle tous les matins, elle est votre femme et la mère de vos enfants. Mais dans ce livre, celui où vous avez pris le métro, où vous êtes arrivé à l'heure, vous l'avez jamais rencontré. Et vous rentrez chez vous, seul. De tous ces millions de livres possibles, vous n'en vivez qu'un seul. Et les autres, vous ne les lirez jamais. Et c'est ça qui est beau. Ou pas. Alors bon, je sais pas vous, mais
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange dans tout ça, quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti sans vraiment y penser. C'est un peu comme ce moment juste avant de prendre une décision, ce moment où vous hésitez entre deux chemins, où tout est encore en suspens, où on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver après quelconque décision prise, quoi. Vous connaissez cette sensation, non ? Et puis vous vous décidez, si vous tournez à gauche ou vous tournez à droite, vous prenez le verre de gauche ou celui de droite, vous décrochez le téléphone ou vous laissez sonner. Et dans cet instant précis, quelque chose d'invisible se passe, quelque chose que personne ne comprend vraiment, même après des siècles de réflexion. Les philosophes appellent ça le libre arbitre. Autrement dit, la capacité de choisir. Mais voilà la question qui hante l'humanité depuis toujours, la question à laquelle personne n'a jamais vraiment pu répondre. Est-ce que vous avez vraiment choisi ? Ou est-ce que quelque chose d'autre a choisi pour vous ? La plupart des gens ont ri, c'était absurde, et un insecte de quelques grammes ne peut en aucun cas influencer un phénomène météorologique de plusieurs tonnes. C'est impossible. Des études en neurosciences montrent quelque chose de plutôt troublant, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur quoi. Mais 7 secondes, c'est troublant. En 2008, des chercheurs ont observé l'activité cérébrale de personnes qui devaient appuyer sur un bouton. Mais 7 secondes, c'est troublant. Alors tenez-vous prêts parce qu'ils pouvaient prédire quel bouton la personne allait choisir jusqu'à 7 secondes avant que la personne le sache elle-même. C'est énorme. Alors tenez-vous prêts parce qu'ils pouvaient prédire... 7 secondes. 7 secondes où votre cerveau a déjà commencé à décider, sans que vous en soyez conscient. Est-ce que ça veut dire que la décision était déjà prise ? Est-ce que ça veut dire que... Je ne sais pas. Vous aussi ne savez pas. Personne ne sait vraiment. Personne le sait. Personne. Mais 7 secondes. C'est troublant. Dites bonjour à Prométhée, mon assistant virtuel. C'est lui qui gère tout cet endroit, la pièce magique. Donc Prométhée va nous suivre tout le long de cette balade, il va nous guider et nous faire explorer cet endroit soi-disant magique. Bien, commençons. Bienvenue dans mon laboratoire. Vous savez ce qui m'a toujours fasciné chez Tony Stark ? C'est pas l'armure, mais le fait qu'il sait exactement où il en est à chaque instant. Il y a un truc que la science a prouvé. Le cerveau humain est incapable d'évaluer objectivement ses propres progrès. On appelle ça le blind spot cognitif, autrement dit la zone aveugle. En gros, tu peux bosser pendant des semaines et ne pas voir que tu avances, ou pire, ne pas voir que tu recules. Le cortex préfrontal, la zone responsable de la planification et de l'auto-évaluation, a besoin de données externes pour fonctionner correctement. Et tout ça sans retour objectif, comme si il naviguait à l'aveugle, quoi. Exactement comme quelqu'un dans un labyrinthe sans carte. Et c'est là qu'Eclipse intervient. Alors Eclipse, c'est un outil de productivité qui gamifie ta vie. Chaque objectif que tu valides, chaque bonne habitude que tu tiens, chaque tâche cochée, tu gagnes littéralement de l'XP. Une jauge qui se remplit, et ça en temps réel, visible et concrète. Et là où c'est fascinant neurologiquement, c'est que le simple fait de voir son progrès rendu visible active le striatum, la zone du cerveau liée à la motivation et à la persévérance. Autrement dit, voir que t'avances te donne envie d'avancer encore plus. C'est pas de la motivation, mais de la biologie. T'as un espace to-do list, Pomodoro, build de compétences, deep work, atmosphère, et j'en passe. Tout est pensé pour diminuer la sensation d'effort. Et regardez ça, un profil personnalisé, rien qu'à moi. Je choisis sur quoi je veux me concentrer. En ce moment, je bosse sur mon éloquence, mon sommeil et un peu de lecture. Et puis je les combine, comme des pièces d'armure. Sauf que là, l'armure, c'est toi. L'élément décisif ici, selon moi, c'est pas l'outil, mais la communauté. Quand tu rejoins Eclipse, t'as accès à un Discord où des milliers de personnes avancent avec toi, avec qui, chaque jour, des gens comme toi refusent de naviguer à l'aveugle dans le labyrinthe. Et là, il scanne autre chose. Toi. Moins 30% avec le code Miles2. Lien en description. Tout dans l'univers suit des lois. La gravité ne choisit pas. L'électromagnétisme ne choisit pas. La thermodynamique ne choisit pas. Les atomes qui composent votre corps suivent des règles physiques et ils ne peuvent pas faire autrement. Vos neurones sont des cellules qui obéissent à la chimie. Votre cerveau est une machine extrêmement complexe, certes, mais une machine quand même.
Et les machines ne choisissent pas, elles exécutent. Peut-être que le libre arbitre, c'est juste une illusion dont votre cerveau vous donne pour que vous puissiez supporter l'idée que vous n'avez aucun contrôle. Peut-être que chaque décision que vous pensez prendre a déjà été déterminée par des milliards de micro-événements qui ont eu lieu avant votre naissance. Les gènes que vous avez hérités, l'éducation que vous avez reçue, les rencontres que vous avez faites, les livres que vous avez lus, tout ça vous a façonné, et maintenant quand vous croyez choisir, vous ne faites qu'exécuter le résultat de ce calcul gigantesque. Vous n'êtes qu'une équation, dont le résultat revient toujours au même. Rebonjour. Poursuivons. Cette capacité à dire non, à résister ou à aller contre ce qui semble évident, c'est quoi ? Enfin, je veux dire, si tout était déterminé, pourquoi aurions-nous l'impression de choisir ? Pourquoi cette sensation si elle ne sert à rien ? De ce que je sais, l'évolution ne garde pas ce qui est inutile. Si le libre arbitre était une illusion totale, pourquoi aurions-nous développé cette illusion ? Peut-être parce que ce n'est justement pas une illusion. Peut-être que ces 7 secondes ne comptent pas vraiment, peut-être que le vrai choix est ailleurs, dans votre capacité à vouloir, à désirer, à orienter votre attention. Vous ne choisissez peut-être pas vos pensées, mais vous choisissez peut-être sur quelles pensées vous vous concentrez. Vous ne choisissez peut-être pas vos impulsions, mais vous choisissez peut-être d'y résister. Les frères White, par exemple, tout le monde leur disait que c'était impossible, et pourtant, ils ont choisi de ne pas écouter, mais c'était quoi ça ? Les philosophes se battent sur cette question depuis des millénaires. Certains disent que tout est écrit, que chaque instant de votre vie était déjà déterminé avant même que vous naissiez. D'autres disent que vous êtes libre, totalement libre, que chaque décision vous appartient vraiment. D'autres encore disent que la question elle-même est mal posée, qu'on ne peut pas séparer le déterminisme et la liberté aussi facilement. Peut-être que vous êtes les deux à la fois, déterminés par votre biologie, votre histoire, votre contexte, mais libre dans la manière dont vous réagissez à tout ça, déterminés par les cartes que vous recevez. Ou peut-être pas, peut-être que même votre façon de jouer était écrite depuis le début. Je ne peux pas répondre à cette question, et vous non plus. Mais vous marcherez quand même demain matin en croyant que vous choisissez ou en sachant que vous ne choisissez pas. Les deux sont vertigineux, les deux changent tout. Parce que si vous êtes libre, alors vous êtes responsable de chaque choix, de chaque conséquence, de chaque tornade que vous créez. Mais si vous êtes déterminé, alors personne n'est responsable, ni vous, ni l'agent à Dallas, ni les ingénieurs de Columbia. Tout était écrit dans les lois de la physique, dans la chimie de votre cerveau, et dans les nuages au-dessus de Kokura. Alors pour vous, quelle version est la plus terrifiante ? Être responsable de tout ou n'être responsable de rien ? Peut-être que le libre arbitre n'existe pas, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment même ? Vous voyez le problème ? Peu importe ce que vous faites, vous pouvez toujours l'expliquer des deux façons. Si vous aidez quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est parce que vous avez choisi d'être bon ? Ou parce que votre éducation, votre empathie naturelle, vos neurones miroirs vous ont déterminé à aider ? Si vous résistez à une tentation, est-ce que c'est parce que vous avez choisi la discipline ? Ou parce que votre cortex préfrontal a inhibé votre système de récompense mécaniquement sans que vous ayez vraiment de contrôle ? Même la sensation de choisir peut s'expliquer. Votre cerveau pourrait très bien créer cette illusion pour vous motiver à agir, pour que vous ne restiez pas paralysé par l'idée que tout est déterminé. Après tout, un humain qui croit qu'il n'a aucun contrôle ne survit pas très longtemps. L'évolution aurait favorisé ceux qui ont l'illusion du libre arbitre, parce que cette illusion les rend plus efficaces. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est faux ? Pas forcément. Peut-être que le libre arbitre n'est pas une chose que vous avez ou que vous n'avez pas. Peut-être que c'est une question de niveau. Perso, moi, je crois aux deux, au libre arbitre et au destin, en même temps. Alors je sais, ça paraît contradictoire, mais je crois que votre vie est déjà écrite quelque part, comme un livre dont toutes les pages existent déjà. Mais je crois aussi que c'est vous qui tournez les pages, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer ce qui est écrit, mais vous choisissez quand le lire, comment le vivre et à quel rythme. Le chemin existe déjà, mais c'est vous qui marchez dessus, en ayant toujours la capacité à choisir, comme un livre avec des millions, voire des milliards de pages, mais pas infini. Enfin, du moins, c'est ce que je crois. Mais encore une fois, c'est juste mon avis, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, ou peut-être que cette question n'a pas de réponse. La vie est un labyrinthe, mais contrairement aux labyrinthes normaux, à chaque fois que vous tournez à gauche, le chemin de droite disparaît à jamais, et vous ne savez jamais si vous vous rapprochez de la sortie, ou si vous vous enfoncez plus profondément. Vous ne savez même pas si c'est vous qui avez tourné, ou si quelque chose en vous, quelque chose que vous ne contrôlez pas, a tourné pour vous. Vous vous souvenez de Julien ? Julien est rentré chez lui ce soir-là, il a embrassé sa femme, ses 2 filles. Mais il sait pas qu'il a failli mourir. Il sait pas qu'un inconnu a composé un mauvais numéro et que ce mauvais numéro lui a sauvé la vie. Il ne sait pas s'il a choisi de décrocher ou si son cerveau avait déjà décidé. Mais 7 secondes, c'est troublant. Il ne le saura jamais. Et vous non plus. Vous ne saurez jamais quand votre tour viendra. Parce qu'en ce moment, quelque part, quelqu'un est en train de faire quelque chose, un geste, un choix, un souffle, qui va créer la tornade qui vous tuera. Peut-être dans 10 ans,
peut-être demain, peut-être dans 5 minutes, un ingénieur qui décide de ne pas vérifier un détail, un conducteur qui regarde son téléphone une seconde de trop, ou un médecin qui oublie de se laver les mains. Ils savent pas qu'ils viennent de vous tuer. Vous ne savez pas que vous êtes déjà mort. La tornade est déjà en route, et elle se forme. Quelque part dans le labyrinthe, elle vient vers vous. Vous ne la verrez pas arriver. Vous ne saurez jamais qui l'a créée, mais elle arrive. Et vous ne pouvez rien faire. Parce que le papillon a déjà battu des ailes. They will get the top of you. Boom, 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 boom. Moving up and down again. There's no discharge in the wall. Rise, rise, rise. The things are something different. Oh, time, trees, people going lunatic. Boom, 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 boom. Moving up and down again. There's no discharge in the wall. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Oui, effectivement, sacré cauchemar. Bref, préparez-vous, on doit sortir. Je vous donne 7 secondes.